Le ciel s'est déchiré au-dessus du port d'Oust-Louga. Un flash, puis une explosion colossale, une boule de feu digne d'Oppenheimer, a illuminé la nuit, marquant le coup de l'État sur une infrastructure russe vitale. La riposte, venue d'un territoire autrefois fraternel, a frappé au cœur de la machine économique de Moscou. Mais ce n'est que le début d'une série d'événements qui secouent le monde. Question à vous, écrivez-nous d'où vous nous regardez, pays et ville. C'était une attaque de drone de type Shahed 136 à 600 miles de ce territoire. La cible, le port de Oust-Louga, un projet pharaonique de plus de 100 milliards de dollars. Ce port est un carrefour multimodal crucial pour l'exportation de charbon, de pétrole, de produits pétroliers raffinés et surtout de gaz naturel liquéfié, le GNL. La frappe visait l'unité de fractionnement de gaz cryogénique, l'épicentre du chargement de GNL sur les navires. Des vidéos glaçantes ont capturé cet enfer, un incendie prolongé qui promettait des conséquences sismiques. Parallèlement, d'autres attaques ont frappé la raffinerie de pétrole de Sizran sur la rivière Vulgar, capable de raffiner plus de 100 000 barils de carburant par jour. Elle est endommagée, probablement hors service pour longtemps. Et ce n'est pas tout. Les forces armées du pays voisin ont lancé une offensive éclair près de Zouyivka et Perovo, cherchant à encercler pas moins de 5 brigades russes. Les 39e, 132e, 114e, 9e et 5e brigades de fusiliers motorisés, soit 24 500 hommes. Une situation qui découle d'une erreur de commandement russe, laissant un trou béant dans leur ligne. Le succès de cette manœuvre entraînerait la pire défaite pour l'un ou l'autre camp dans cette guerre. Pendant ce temps, Israël a riposté aux Houthis au Yémen, bombardant des positions clés à Sanaa, ciblant le palais présidentiel et des installations de stockage de pétrole. Ces frappes sont une réponse directe aux attaques de drones et de missiles des Houthis contre Israël. Enfin, les forces israéliennes ont relancé leur offensive à Jabalia dans la bande de Gaza dans le but d'occuper complètement cette zone. Des véhicules blindés Namir et des bulldozers de combat redoutables ont été déployés. Question à vous, où vous regardez-vous en ce moment? Écrivez la ville et le pays d'enfants. Ces événements changent la donne. L'attaque sur Oust-Louga ne vise pas seulement une infrastructure, mais l'économie russe tout entière. Si cette installation est mise hors ligne, la Russie perdra sa capacité à charger du gaz naturel liquéfié sur les navires, à l'expédier dans le monde entier. Imaginez la manne financière perdue. Le GNL est la deuxième source de revenus après le pétrole brut. Le coût porté aux raffineries de pétrole aggrave les pénuries de carburant internes déjà existantes et prive la Russie de millions de barils par jour. C'est une hémorragie financière. Et militairement, l'encerclement de 24 500 soldats russes près de Perovo, c'est une catastrophe potentielle. C'est plus que le siège de Mariupol. Le général Oleksandr Syrski, commandant en chef des forces armées du pays de l'Est, a identifié une faiblesse russe cruciale et l'exploite impitoyablement. La Russie a-t-elle sous-estimé l'audace de son adversaire? La situation se retourne. Ils gagnaient 10 km par jour, ils en perdent autant. L'effondrement de leur ligne de défense est palpable, une faille béante, comme le confirment les experts, un cadeau inattendu. Dans ce contexte, les déclarations de Sergei Lavrov, ministre russe des Affaires étrangères, résonne étrangement. Il affirme reconnaître le dirigeant en place comme un chef de régime de facto, prêt à le rencontrer, mais le déclare anticonstitutionnel. Comment voulez-vous la paix dans ces conditions? C'est une tentative cynique de délégitimer le gouvernement du pays voisin pour justifier la poursuite du conflit. C'est une diplomatie irréelle au Moyen-Orient. Les frappes israéliennes contre les Houthis marquent une escalade significative. Ces attaques ciblent des infrastructures vitales à Sanaa. La reprise de l'offensive à Jabalia avec des bulldozers de combat montre une détermination sans faille d'Israël à sécuriser Gaza. Mais pour quel avenir? La stratégie post-occupation reste floue, une incertitude inquiétante pour une population déjà exsangue. Que devrions-nous fact-checker dans le prochain épisode? Un seul point, s'il vous plaît. Les versions officielles et les murmures des experts divergent parfois. Moscou minimise l'impact des frappes, parlant de dommages modérés à Oust-Louga quand des images montrent un incendie prolongé et une explosion quasi nucléaire. Le porte-parole du Kremlin prétend que ces attaques ne feront que renforcer la détermination russe, mais de nombreux experts du renseignement et analystes militaires, dont certains ont été interrogés, pensent que les revenus de l'exportation de gaz naturel liquéfié pourraient s'effondrer
et qu'une pénurie de carburant interne est quasi inévitable. La Russie est au bord de l'effondrement financier. La Russie accuse l'Occident de bloquer les pourparlers de paix. Lavrov déclare ouvertement que le gouvernement du pays voisin n'est pas légitime. C'est une contradiction flagrante. On ne négocie pas avec un régime qu'on ne légitime pas. Et c'est une excuse pour ne pas négocier. Côté Moyen-Orient, après les frappes massives sur Gaza, Israël maintient que la riposte est nécessaire pour éliminer la menace des Houthis. Mais la question d'une opération terrestre se pose. Les experts disent que des frappes aériennes ne suffiront pas à neutraliser les Houthis. Tel Aviv souhaite par ailleurs occuper complètement la bande de Gaza, ce qui soulève de graves questions sur le destin des civils. Où iront-ils? Qui gouvernera? La stratégie israélienne pour l'après-guerre à Gaza semble chaotique. En revanche, le pays voisin s'affiche triomphant après les attaques réussies contre les infrastructures russes. Quiconque a écouté les rapports russes dira que l'on n'est pas prêt à entendre la vérité. Ils mettent en avant une opportunité militaire sans précédent. C'est une démonstration de force, une capacité à frapper loin derrière les lignes ennemies. La situation pour la Russie est devenue Uno reverse. À qui faites-vous confiance sur ce sujet délicat? Nommer un orateur ou un média, ce qui se déroule actuellement n'est pas sans précédent. Le siège de Mariupol nous rappelle la brutalité des encerclements, mais l'ampleur potentielle de celui de Zouyivka est inédite. La dépendance de l'Europe vis-à-vis du gaz russe a toujours été une constante géopolitique, rendant les frappes sur ces infrastructures énergétiques extrêmement significatives dans cette guerre économique. Ces événements s'inscrivent également dans une série d'opérations du pays voisin visant à affaiblir la capacité militaire et économique de la Russie. N'oublions pas que les pénuries d'essence en Russie ne sont pas nouvelles. L'attaque sur Cizran ne fait qu'aggraver un problème existant. Le refus continu de Moscou de reconnaître la légitimité du dirigeant adverse est une stratégie russe bien rodée visant à saper toute tentative de solution pacifique. Dans le Moyen-Orient, le conflit entre Israël et le territoire sous embargo est une litanie de tensions. Les attaques des Houthis sur la navigation s'inscrivent dans l'histoire des conflits par procuration. Ce n'est pas seulement une guerre, c'est une guerre de l'énergie où le pétrole et le gaz sont des armes. C'est une continuation des tensions croissantes dans la mer Rouge. Le futur de la gouvernance dans la bande de Gaza reflète les défis post-conflit et la complexité des solutions politiques dans un chaos persistant. Le contexte historique de ces conflits énergétiques est crucial pour comprendre leur portée actuelle. Depuis la fin de la guerre froide, la Russie a toujours utilisé ses ressources énergétiques comme levier géopolitique, notamment avec les pays européens. Les coupures de gaz en plein hiver ont par le passé servi d'avertissement. Aujourd'hui, l'Ukraine a riposté avec la même monnaie, mais de manière plus directe et destructrice. Le port d'Oust-Louga, par exemple, a été conçu en grande partie pour contourner les routes de transit traditionnelles à travers l'Ukraine et le Bélarus, diminuant ainsi la vulnérabilité de la Russie aux pressions politiques de ses voisins. L'endommagement de cette infrastructure est donc un coût symbolique et stratégique majeur, un aspect souvent ignoré par les médias et l'impact environnemental de ces attaques. L'incendie à Oust-Louga, la combustion de produits pétroliers et de gaz naturel liquéfié, libère des quantités massives de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques. Ces conséquences écologiques ont des répercussions à long terme sur la santé publique dans les régions avoisinantes et contribuent au changement climatique mondial. L'approche militaire moderne, bien que ciblant des infrastructures, génère souvent des dommages collatéraux environnementaux qui sont rarement documentés ou discutés publiquement. Le rôle des sanctions économiques internationales dans cette équation est également sous-estimé. Bien que les sanctions aient un impact sur l'économie russe, elles n'ont pas toujours empêché le financement de la machine de guerre. Les attaques directes sur les infrastructures énergétiques viennent en complément des sanctions, créant une pression accrue et potentiellement plus immédiate. Cela contraint la Russie à dépenser des ressources considérables non seulement pour sa machine militaire, mais aussi pour protéger et réparer ses infrastructures vitales. Cette double contrainte, militaire et économique directe, met à rude épreuve les réserves financières de Moscou. La situation géopolitique est également influencée par l'épuisement des stocks militaires des pays occidentaux qui soutiennent l'Ukraine. L'aide militaire fournie a mis en évidence les limites de la capacité de production des industries de défense occidentales après des décennies de paix relative et de coupures budgétaires. Cela crée une course contre la montre. L'Ukraine doit infliger des pertes significatives à la Russie avant que le soutien occidental
ne diminuent ou ne ralentissent en raison des contraintes de production. L'encerclement potentiel à Zouyivka est donc non seulement une victoire tactique potentielle, mais aussi une opportunité stratégique de changer le narratif et de maintenir le soutien international. Le rôle de la technologie dans ce conflit est également remarquable. Les drones, comme le Shahed 136, sont des armes asymétriques qui permettent à des acteurs moins puissants de frapper des cibles stratégiques sophistiquées. Cette démocratisation de la puissance de frappe redéfinit les règles de la guerre moderne. La capacité de l'Ukraine à utiliser des drones à longue portée pour atteindre des cibles à l'intérieur du territoire russe démontre une ingéniosité et une capacité d'adaptation technologique que la Russie n'avait peut-être pas anticipée. Cela force la Russie à revoir ses stratégies de défense aérienne et à investir dans de nouvelles technologies, détournant des ressources qui pourraient être utilisées sur le front. Les cyberattaques, bien que moins visibles, jouent également un rôle crucial en complément des frappes physiques, perturbant les systèmes de commandement et de contrôle russes et causant des désordres logistiques. Quel événement dans votre secteur est le plus sous-estimé par les médias? Nommez-le et expliquez pourquoi. Alors, que nous réserve l'avenir? Plusieurs scénarios se dessinent. Le pire pour la Russie serait un encerclement ukrainien réussi. Cela entraînerait une capture ou une destruction massive de troupes russes, ajoutant l'impact économique des attaques énergétiques, forçant Moscou à revoir sa position sur la guerre. C'est la capitulation ou des négociations très difficiles, mais le scénario le plus probable est que les attaques du pays de l'Est et les frappes israéliennes se poursuivent, infligeant des dommages, mais sans changement radical de la dynamique globale. La Russie subirait des pertes importantes, mais elle se réorganiserait. En attendant, le statut de Gaza resterait incertain avec un plan israélien évolutif et non défini. Le meilleur scénario pour la Russie, c'est peu probable, mais il pourrait briser l'encerclement, lancer une contre-offensive réussie, réparer les infrastructures énergétiques endommagées et stabiliser leurs exportations. Cependant, l'inattendu est toujours possible. Une escalade imprévue dans le conflit Russie-Ukraine ou au Moyen-Orient, de nouveaux acteurs pourraient entrer en jeu ou de nouvelles technologies pourraient changer la donne. Qui sont les gagnants potentiels? Le pays voisin, si l'encerclement réussit et si les infrastructures énergétiques russes restent endommagées. Israël, si les frappes affaiblissent les Houthis et si l'occupation de Gaza sécurise leurs frontières. Et les perdants, la Russie, si l'encerclement se concrétise et si les conséquences économiques des frappes énergétiques sont durables. Les Houthis, si les frappes israéliennes limitent significativement leur capacité et surtout la population de Gaza face à une occupation prolongée et incertaine. L'ennemi souffre clairement. Un tiers du budget de défense russe provient du secteur de l'énergie et ces attaques ciblent cette source de financement. Ils ciblent la source des pétrodollars. Les impacts socio-économiques internes en Russie sont également à prendre en compte. La réduction des exportations énergétiques et l'augmentation des coûts de production se traduisent par une inflation croissante, une diminution des services publics et un mécontentement social potentiel. Bien que le régime de Poutine exerce un contrôle strict sur la narration interne et réprime la dissidence, une détérioration prolongée de la qualité de vie pourrait à terme éroder le soutien populaire à la guerre, même parmi les segments les plus loyaux de la population. Les perturbations dans la chaîne d'approvisionnement des biens de consommation importés, exacerbées par les sanctions et la faible production interne, contribuent également à cette pression économique sur les ménages russes. Les États-Unis et l'OTAN observent attentivement ces développements. Pour eux, c'est un équilibre délicat entre le soutien à l'Ukraine et la non-provocation d'une escalade directe avec la Russie. Chaque décision, chaque livraison d'armes est soupesée pour ses implications stratégiques. L'évolution de la situation en Ukraine influence également la politique de défense des autres membres de l'OTAN qui augmentent leur budget de défense et renforcent leur présence militaire le long des frontières orientales de l'Alliance. La guerre est devenue un catalyseur pour une réévaluation majeure des stratégies de sécurité en Europe. La Finlande et la Suède, par exemple, ont rejoint l'OTAN, modifiant fondamentalement l'équilibre géopolitique en Europe du Nord, un événement impensable il y a seulement quelques années. Les implications à long terme pour la sécurité énergétique mondiale sont également profondes. La diversification des sources d'approvisionnement en gaz et en pétrole, la promotion des énergies renouvelables et la construction de nouvelles infrastructures de transport énergétique sont devenues des priorités stratégiques pour de nombreux pays. La crise a accéléré la transition énergétique et réduit la dépendance vis-à-vis des combustibles
combustibles fossiles russes, une tendance qui aura des conséquences durables sur les économies globales. La demande de GNL en particulier a connu un boom sans précédent avec de nouvelles installations de liquéfaction et de regazéification se construisant à travers le monde pour répondre à cette demande. Un autre acteur silencieux mais important est la Chine. Bien que la Chine ait maintenu une position de neutralité officielle, elle est un partenaire économique majeur de la Russie et cherche à bénéficier des prix réduits du pétrole et du gaz russe. Les décisions de Pékin en matière de politique étrangère et de relations commerciales avec la Russie auront un impact significatif sur la capacité de Moscou à soutenir son effort de guerre et à atténuer les effets des sanctions et des attaques sur ses infrastructures. La dépendance croissante de la Russie envers le marché chinois pourrait également modifier l'équilibre des pouvoirs dans leurs relations bilatérales à long terme. La Chine voit une opportunité de renforcer son influence en Asie centrale et dans l'Arctique, là où la Russie était traditionnellement dominante. Le rôle des organisations internationales, comme les Nations Unies, est souvent critiqué pour son impuissance relative face à ces conflits. Cependant, elle continue de jouer un rôle crucial dans l'aide humanitaire et la documentation des crimes de guerre, fournissant des preuves importantes qui pourraient être utilisées dans de futurs procès. Les appels à la paix et aux négociations sont constants, mais leur efficacité était limitée tant que les belligérants ne voient pas de raison de cesser les hostilités. Les efforts diplomatiques en coulisses, même s'ils ne sont pas médiatisés, sont essentiels pour maintenir des canaux de communication et préparer le terrain pour de futures discussions. Votre prévision de délai, quand l'événement X se produira-t-il? Mois, années et une raison. La Russie stupide ou prise au piège? Les stratégies ukrainiennes d'une précision chirurgicale mettent en lumière la vulnérabilité de l'ours russe. L'arrogance de Lavrov face aux pourparlers de paix expose l'hypocrisie de Moscou. Une rhétorique vide face à la réalité du terrain. Les frappes israéliennes, une réponse légitime ou une escalade dangereuse? La ligne est mince. Le Moyen-Orient danse sur un baril de poudre. Quelles sont les conséquences humaines de cette violence? La population de Gaza, prise entre le marteau et l'enclume, qui va payer le prix fort? Quels sont les enjeux politiques pour Netanyahou et son gouvernement? L'épée de Damoclès d'accusations de crimes de guerre plane sur toutes les parties. La guerre économique frappe fort. Le monde est en ébullition. Chaque jour apporte son lot de révélations et de rebondissements. Demain pourrait tout changer. Où se trouve la ligne rouge entre le côté A et le côté B? Une phrase. Face à ces événements mondiaux qui secouent notre quotidien, il est crucial de rester informé. Ce n'est pas le moment de se cacher la vérité. Abonnez-vous à notre chaîne pour des analyses honnêtes et sans filtre, pour comprendre les enjeux complexes qui façonnent notre futur. N'oubliez pas d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos mises à jour. Quelles sont vos pensées sur ces développements récents? Sont-ils prévisibles, inévitables, ou voyez-vous le monde se diriger? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous et participez au débat. Ensemble, décryptons le monde.